Nous vous présentons une nouvelle édition de la série Conversations des Salamanques, organisée par la Fondation Générale de l'Université des Salamanques à travers le Centre international sur le vieillissement. Nous avons le plaisir d'avoir Pascal Bruckner, un brillant intellectuel, philosophe, enseignant, essayiste, romancier depuis 50 ans, qui nous accompagne désormais en quête de réponse à la question « Qu'est-ce qu'est bien vieillir ?» Bueno, Pascal, muchas gracias. Bonjour Pascal, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de votre livre, Un instant éternel, la philosophie de la longévité. Vous parlez de la longévité, l'une des grandes réussites de l'humanité, mais qui a à voir avec un rallongement de la vieillesse dans certains cas. Mais ceci se trouve dans une société obsédée par le jeune. Et vous citez Marx. Nous avons réussi à rendre intolérable l'intervalle entre l'idéal et le réel. Mais si l'idéal est la jeunesse et que la réalité est que pendant 60-70% de notre vie actuelle, nous ne sommes pas jeunes, comment un être humain peut-il faire face à une vie qu'il a lui-même vouée à l'échec ? Eh bien, je pense qu'il faut faire le deuil de sa jeunesse quand on est vieux, parce que sinon, effectivement, on est très malheureux. Mais le jeunisme, l'obsession de la jeunesse, c'est une invention récente de l'histoire, c'est-à-dire que il y a toujours eu des âges de la vie, mais la jeunesse en tant que culte, elle date de la fin du XIXe siècle, elle date surtout de la guerre de 14, quand l'Europe s'est massacrée dans une boucherie sans fin, entre Français, Allemands, Anglais, Belges, et que la jeunesse a été fauchée par des officiers qui étaient en général eux-mêmes plutôt âgés. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeunisme, qui n'est pas la jeunesse, mais qui est la philosophie de la jeunesse, ou qui est la nostalgie de la jeunesse pour une société vieillissante, est apparu en 1918-1920, avec le surréalisme, avec l'émancipation des mœurs, et on a fait de la jeunesse le seul moment valable de la vie. Et cette conception a duré jusqu'en mai 68, puisque un des mots d'ordre de mai 68, c'était « ne faites jamais confiance à quelqu'un de plus de 30 ans ». Ce qui évidemment est difficile, parce que passer 30 ans, ça veut dire qu'on bascule dans un univers de mensonges ou de décrépitude. Et donc il faut effectivement ne pas rester obsédé sur la jeunesse, parce qu'on s'aperçoit, quand on se souvient de sa propre jeunesse, qu'on n'était pas si heureux que ça, que c'est le moment dans la vie où on se construit, où l'on se cherche, où l'on se débarrasse difficilement de son enfance. Et donc, je pense qu'on est beaucoup plus heureux à partir du milieu de la vie qu'on a pu l'être dans sa jeunesse. Mais les jeunes eux-mêmes sont curieusement obsédés par le fait de vieillir, et on voit qu'en Amérique latine, par exemple, et même en Europe, de plus en plus de jeunes filles passent entre les mains d'un chirurgien pour faire refaire leur corps, parce qu'il y a l'idée qu'au fond, il faut partir dans la vie avec une anatomie parfaite, tous les âges sont anxieux de leur état. C'est peut-être ça qui caractérise la période actuelle. Et même la jeunesse ne sait pas exactement en quoi consiste son privilège. Je suis complètement d'accord avec vous. La jeunesse comme culte, et oui, l'obsession pour les corps parfaits, qui sont des corps jeunes toujours, un corps parfait équivaut à un corps jeune dans cette obsession. Et une autre piège autour de l'obsession avec la jeunesse, c'est aussi l'idée qu'à partir d'un certain âge mûr, certaines choses ne sont pas permises. Et par exemple, la société bien pensante se court-circuite avec la sexualité et elle ne comprend pas le romantisme à partir d'un certain âge.
Comment combiner cette relation étrange entre la longévité de la vie et les nombreuses opportunités de vivre l'amour de façon différente. Et en même temps, il y a une réaction instinctive un peu négative face à cet amour mûr. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux visions de la vieillesse. Il y a une vision négative, immémoriale. Donc la vieillesse, c'est la maladie, c'est l'enlaidissement progressif, c'est l'affaiblissement du corps. Mais il y a une autre vision plus positive où beaucoup de gens se disent, quand j'aurai dépassé 50 ans, par exemple, ou 60, je serai débarrassé du désir. Et c'est une chose qu'on retrouve beaucoup dans la philosophie grecque et romaine, l'idée que le désir est un maître qui vous tient en esclavage et dont on se débarrasse à partir d'un certain âge. Et la vérité, c'est qu'on peut évidemment se débarrasser de son désir, de ses pulsions, mais ce n'est pas la peine d'attendre 50 ou 60 ans, on peut commencer dès 20 ans, mais on peut penser que c'est une diminution de notre intérêt pour la vie. Mais vous l'avez dit, l'amour, lui, ne s'arrête jamais, et quand on passe 50, 60, 70, on s'aperçoit que le cœur bat toujours avec la même fraîcheur, que le désir physique existe encore, mais que le regard de la société sur vous est un regard réprobateur, c'est-à-dire que les personnes âgées ou les seniors ne sont pas obscènes, elles sont ridicules quand elles aiment. Elles sont ridicules et au fond, on n'a pas envie de savoir, on ne veut pas les voir. Et quand on voit deux personnes âgées qui s'embrassent, on a un petit réflexe de recul parce qu'il y a une sorte d'inconvenance à s'abandonner à ces gestes quand on a passé une certaine limite. Et effectivement, c'est peut-être le dernier tabou à briser, c'est justement celui d'une vie amoureuse des personnes âgées. Et d'ailleurs, dans la sociologie du divorce, il y a deux grands âges où les gens se quittent. Il y a de 20 à 30 ans, les premiers mariages qui échouent parce qu'on ne se connaissait pas. Et puis, il y a de 50 à 70, ou même au-delà, où les gens se séparent pour d'autres raisons. Ils ont élevé leurs enfants, ils ont accompli leurs devoirs conjugaux, et puis tantôt l'homme, et plus souvent tantôt la femme, s'en vont, tombent amoureux ailleurs, ou même préfèrent rester seuls parce que la vie à deux devient pesante. Et il faut, sur le désir érotique, d'abord la médecine a beaucoup compensé les déficiences physiologiques pour les hommes comme pour les femmes, et en ce qui concerne la libido, parce que c'est quand même quelque chose dont il faut parler et qui nous hante tous, je voudrais faire deux citations de femmes célèbres. La première, c'est la princesse de Ligne au XVIIIe siècle, qui était une grande aristocrate de la cour, et on lui disait: Madame, à votre avis, à quel âge le désir quitte-t-il le corps d'une femme? Et elle répond: comment voulez-vous que je le sache, je n'ai que 80 ans. Et l'autre, c'est Jane Fonda, qui a dit il y a 10 ans, j'ai une vie sexuelle extraordinaire, je n'ai jamais eu d'orgasme aussi intense. Alors je suis très heureux pour elle, et je pense que c'est voilà, ça veut dire simplement que le corps ne s'arrête pas parce qu'il vieillit. Le corps continue à exulter, à s'épanouir dans toutes ses dimensions. Et je pense qu'il faut vraiment briser un tabou qui est très puissant et qui a été illustré notamment par les ricanements qui ont accompagné il y a 4 ans l'élection d'Emmanuel Macron, qui s'affichait avec une femme qui avait 25 ans de plus que lui. Et donc, alors là, c'est même un double tabou. C'est d'abord le tabou d'un homme jeune avec une femme plus âgée, et c'est le tabou d'une sexualité d'une femme qui a aujourd'hui 64 ou 65 ans avec un homme qui a 41 ans. Donc voilà, les lignes bougent tout doucement, mais c'est une conception du monde qui change très lentement
parce que moi-même, en tant que senior, c'est vrai que je ne suis pas à l'aise avec ces problèmes, parce qu'on ne peut pas se conduire à 60 ou 70 ans comme on se conduit à 30 ans. Et donc, il faut de la pudeur, de la retenue, de la réserve, mais surtout pas du renoncement. Me parece muy interesante la... Oui, je pense que c'est très intéressant, cette idée de comment la société, parce que la longévité est une affaire de la société, pas des personnes seniors. Je veux dire comment la société prend un recul, se met dans un coin qui nous empêche d'être heureux, tant pour le jeune que pour les personnes âgées. L'objectif est de devenir d'être heureux. Et avec une perspective d'inclusion, il faut assumer, il faut accepter que toutes les personnes, à n'importe quel âge, ont le droit à chercher, à poursuivre son bonheur. Et vous dites que la vie réelle, il n'y a pas qu'une seule vraie vie, mais de nombreux chemins intéressants qui restent à explorer. Mais vous dites aussi qu'avec l'âge, l'éventail des possibilités qui, de manière réaliste, peuvent être envisagées, plus réduit. Comment peut-on conserver l'état d'esprit de l'explorateur, si répandu chez le jeune, face à la claire conscience que de nombreuses portes se sont déjà fermées quand on est âgé? Par exemple, moi, je ne vais pas participer aux Jeux olympiques. Mais comment faire coexister ces deux réalités? Alors, je pense qu'il y a un malheur de la jeunesse qui est l'éventail excessif des possibles. Quand vous avez 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, surtout dans la conception américaine, on vous dit « the sky is the limit », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à vos désirs, à vos capacités, à vos envies. En réalité, ce n'est pas vrai. Même à 20 ans, quand on a des enfants qui ont la vingtaine, on voit bien que tout n'est déjà plus possible. C'est-à-dire qu'il y a des limites intellectuelles, il y a des limites physiques, il y a des limites physiologiques, il y a des limites de goût. Et donc, très jeune, on s'oriente plutôt vers une voie plutôt que vers une autre. Et donc, la vie, dès 25 ans, consiste dans un rétrécissement des possibles. On est obligé d'abandonner un certain nombre de rêves ou de possibilités qui resteront fermé. Et alors, il est incontestable que vieillir, c'est aussi connaître la soustraction des possibles. Vous l'avez dit, les Jeux olympiques, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut plus faire. On ne peut plus courir comme un jeune homme, on ne peut plus... voilà, il y a toutes sortes de sports qui nous sont fermés, mais c'est peut-être aussi le moment de redécouvrir des disciplines qu'on avait abandonnées à 20 ans ou 25 ans et qu'on redécouvre ensuite. Parce que je vois par exemple en France, il y a beaucoup d'universités pour les seniors de mathématiques, de physique, de philosophie, de littérature, des cours d'écriture. Alors, ce qui fait que les gens qui n'ont pas pu, au cours d'une carrière, accomplir leurs rêves ou leurs aspirations, peuvent le faire une fois que la charge de travail est moins lourde. Bien sûr que les portes se ferment, mais je crois que une vieillesse réussie ou une maturité réussie, c'est de laisser le plus grand nombre de portes ouvertes jusqu'au bout, en remplaçant la multiplicité des portes ouvertes par l'approfondissement d'une ou deux voies. Et c'est ça le grand défi. Alors, il y a évidemment un autre défi qui est fondamental, qui est la force physique. Moi, je vois beaucoup de mes amis, ils s'intéressent à leur santé après un cancer, un infarctus, un AVC, et tout d'un coup, ils se rendent compte que le corps est un ami jusqu'à un certain point. Le corps est un ami jusqu'à 40-45 ans. Après, c'est un ami qui peut se transformer en ennemi et qui nous impose un certain nombre de conditions. Donc, c'est aussi une sorte de diététique
personnelle, il faut devenir le médecin de soi-même et savoir ce qui est bon pour vous et ce qui peut au contraire accélérer l'affaiblissement physique ou la perte des facultés. Donc voilà, c'est une gymnastique très compliquée entre la force physique, l'agilité intellectuelle et une mentalité quand même positive. Je pense que si on aime la vie nous aime en retour. Et c'est un peu basique, mais je le vérifie tous les jours personnellement. Oui, je trouve que c'est très important l'idée de se réinventer, de trouver à la beauté de la vie, même dans un aspect social et de la vie du travail, c'est-à-dire de se réinventer professionnellement, de trouver de nouvelles choses à faire dans sa vie professionnelle. Si vous décidez de vous réinventer à partir des 45 ou 50 ans, si vous arrivez à 70 ans, vous savez, vous êtes réinventé, vous êtes expert dans la nouvelle vie que vous avez choisie quand vous avez 45 ou 50 ans. Vous parlez des personnes qui se sentent loin de l'esprit de l'époque. Mais maintenant, c'est un moment de la vie où il y a un mélange de générations, mais je pense que tout le monde se sent mécontent avec l'esprit de l'époque, l'esprit de ce temps. Comment renouveler cet accord entre les générations pour nous permettre à tous de se réinventer et de participer de la société de façon professionnelle et personnelle pendant toute notre vie? Alors, je pense d'abord que le désaccord entre les générations est une bonne chose. J'appartiens à la génération de 68 qui a décrété la mort du père. Donc on voulait tuer les pères, les patrons, les patriarches, les grandes figures. Et notre mot d'ordre, c'était « le vieux monde est derrière nous ». Puis petit à petit, on a été rattrapés par ce vieux monde. Et maintenant, c'est nos propres enfants, nos petits-enfants qui nous disent « ok boomer », c'est-à-dire « tais-toi, cause toujours, ce que tu racontes n'a pas d'intérêt, le monde que tu as construit est un monde en miettes ». C'est un monde avec le réchauffement climatique et un certain nombre de problèmes compliqués. Donc, ce qui est très, très étonnant, c'est que la jeunesse nous renvoie au visage les mêmes attaques que l'on a fait envers nos propres parents. Et ça, c'est sain, c'est normal. Une jeunesse qui serait admirative des aînés ne serait pas une jeunesse saine. Maintenant, comment renouer le lien? Il y a peut-être plusieurs façons. D'une part, je crois qu'on doit garder notre rôle d'éducateur. C'est-à-dire, je vois beaucoup de gens de mon âge qui jouent les flatteurs de la jeunesse. Et donc, chaque fois qu'il y a un mouvement de jeunes, que ce soit dans l'ordre climatique Greta Thunberg ou que ce soit dans l'ordre politique, le wokisme venant des États-Unis, je vois beaucoup de gens de mon âge qui embrassent cette tendance en se disant c'est formidable parce que c'est jeune. Et alors c'est un mouvement que Platon avait déjà critiqué dans la République, donc il y a plus de 2000 ans, en disant que le mauvais maître c'est celui qui court derrière la jeunesse de peur d'être rattrapé par le temps. Et non, je pense qu'il ne faut pas chercher à flatter les jeunes et leur dire, quand ils se trompent, leur expliquer qu'à notre avis, ils se trompent parce qu'ils n'ont pas de recul historique, parce qu'il leur manque justement ce que nous avons quand on a un certain âge, c'est-à-dire une mémoire. Et la mémoire, c'est la capacité de relier plusieurs périodes entre elles, de tisser entre elles plusieurs périodes. Il y a aujourd'hui en Europe des centenaires, donc des gens qui ont vu la fin de la guerre de 14 et qui vivent aujourd'hui à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux. Et donc c'est une richesse historique et mémorielle extraordinaire. Et la tentation de toutes les générations jeunes, c'est de tuer les ancêtres. Chaque génération est une nouvelle nation, disait Tocqueville, et simplement notre rôle à nous, les aînés, c'est de retisser des liens, de recabler les septuagénaires avec les sexagénaires avec les quadragénaires. Et donc à chaque fois, il faut redescendre de quelques décennies pour dire il y a une conversation possible entre générations.
mais qui ne se fera pas forcément dans l'insulte ou dans le dédain. Et évidemment, ce qui facilite le lien entre générations, c'est les enfants et les petits-enfants, ou pour les plus âgés, les arrière-petits-enfants. Et donc, il peut y avoir de l'amour entre petits-enfants et grands-parents, en dehors des griefs et en dehors des tensions. Alors, dans votre première question, il y en avait une autre, mais je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, c'est le travail des seniors. Donc vous dites vous-même, on doit se réinventer, mais pour se réinventer, il faut une société qui accepte que les gens continuent à travailler au-delà de 60 ou 65 ans. Donc ça, c'est un problème qui touche toutes les sociétés développées, et un des griefs principaux de la jeunesse, et je trouve qu'elle a totalement raison, elle n'a pas envie de payer pour des retraités qui se tournent les pouces ou vont faire les guignols dans les Caraïbes, dans les Baléares, en Thaïlande ou en Afrique, alors que les enfants et les petits-enfants travaillent. Et donc, l'un des remèdes, à mon sens, à l'animosité de la jeunesse contre la vieillesse, c'est de remettre la vieillesse au travail dans la limite de ses possibilités et du volontariat. Oui, on doit créer des espaces partagés, les alliances entre les générations, depuis des valeurs positives, et que toutes les générations y puissent contribuer. Et il faut insister sur ce qui a en commun entre toutes les générations, parce qu'il y a des réalités qui sont communes à tous ou à toutes. Vous parlez d'une vie épanouissante qui signifie être en paix avec la contradiction d'être satisfait avec notre sort, mais en même temps être disponible à voir la beauté du monde et la surprise. C'est une contradiction nécessaire entre ces deux choses qui doivent exister en même temps, c'est paradoxe, mais qui est une réalité dans la vie de chacun, pas uniquement des personnes âgées. Mais on n'est pas éduqué ou élevé pour cela. Vous parliez de ces rapports entre les jeunes et les personnes âgées. Comment relier la satisfaction et en même temps être ouvert, rester ouvert à la beauté, la surprise? Je pense que l'un des devoirs des aînés, et par aîné j'entends toute personne qui a plus de 40 ans, c'est d'aider les générations les plus jeunes à traverser les moments difficiles. Parce qu'au fond, on a tous des enfants, moi j'ai des petits-enfants, mais j'ai encore une fille qui est très jeune, et dans les moments de doute, dans les moments même de désespoir, le désespoir amoureux ou le désespoir professionnel, le travail des parents ou des grands-parents, ou des maîtres ou des professeurs, parce que moi j'ai enseigné pendant plus de 30 ans, c'est justement de montrer que derrière l'apparence d'un mur infranchissable, il y a une porte. Et au fond, on ne peut pas faire le travail à la place des jeunes, mais on peut leur indiquer la voie possible vers la résolution d'un problème ou d'un chagrin ou d'une difficulté. Et donc, il me semble que là, on ne peut pas abdiquer notre responsabilité d'enseignant. Et donc, il y a peut-être deux impasses qu'il faut éviter quand on est plus âgé. La première, c'est de décrire un monde idéal, un monde magnifique, où tout est facile, et de dire aux jeunes, mais non, la vie est belle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de méchants, il faut simplement avoir une attitude positive. Et puis l'autre consiste à dire au contraire que le monde est d'une noirceur totale, que le futur a disparu, et que par conséquent les jeunes ont raison d'être désespérés parce que nous avons pavé la voie à un monde qui est plus difficile que jamais. Et je pense que la vérité est vraiment entre les deux, et donc il faut vraiment armer les enfants pour affronter le chaos de la vie. Parce qu'au fond, chaque génération doit à un moment ou à un autre affronter l'incertitude, affronter le mal, affronter la violence,
les attentats, les guerres qui sont en train de revenir en Europe. Et donc il faut vraiment préparer les enfants à la fois à être sensibles à la beauté, et donc il y a toute une éducation esthétique et une éducation à la surprise, comme vous l'avez dit, mais aussi à affronter la difficulté. Et je trouve que l'Europe, en tant qu'ensemble de nations, a trop voulu évacuer, après la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui ressort de la méchanceté ou de la violence, et qu'aujourd'hui nous réapprenons justement que l'histoire est belle, mais que l'histoire aussi peut être tragique. Et donc voilà, c'est une pédagogie multiple, il me semble, que nous devons enseigner à nos enfants, qui en retour nous apprennent et aussi énormément, et parfois nous infusent de leur propre enthousiasme. Sí, oui, c'est ça. Et cela génère aussi le rôle nécessaire pour toutes les personnes de la société, afin que chaque personne reconnaisse son rôle à remplir dans tous les espaces, les familles, les sociétés, les universités, les administrations publiques. On a tous des rôles à remplir pour accompagner les équipes, les autres, pour accompagner autrui, pour traverser les crises. Et bien, finalement, j'ai une question un peu plus personnelle. Vous dites que la vie réelle est ici, la vraie vie est ici, malgré tous les obstacles et les difficultés. Mais si la seule vraie vie est ici et maintenant, qu'est-ce que vous désirez de cet instant entre vous et moi? Ah ben écoutez, c'est une question, oui, très personnelle. Ben, je souhaite répondre le plus lucidement possible à vos questions et profiter de mon séjour à Salamanque et à Madrid, que je connais un peu, mais mal, donc pour mieux connaître l'Espagne. Mais pour répondre alors de façon moins personnelle à votre question, très souvent, au cours d'une existence, on reporte la vraie vie à demain. C'est-à-dire qu'on se dit, pour l'instant, donc je connais des difficultés, je ne vis pas une vie amoureuse très épanouissante, mon travail m'ennuie, mais demain sera beau, demain sera magnifique. Et donc, on s'interdit de vivre intensément le moment présent, tout simplement parce qu'on reporte les espérances dans un avenir proche ou lointain. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, cet avenir continue à reculer et n'arrive jamais. Et donc, je pense qu'un des grands défis de la vie, mais à tous les âges, à 15 ans comme à 50 ou 70, c'est vraiment d'arbitrer entre deux philosophies, c'est-à-dire jouir de la vie tout de suite, maintenant tout de suite, comme si elle devait se terminer ce soir, et puis aussi se dire qu'au fond, on a devant soi une très longue provision d'années et que d'une certaine façon, même à 100 ans, on est peut-être immortel. Même à 100 ans, on a peut-être encore beaucoup d'années à vivre. Et donc, c'est ce conflit entre le carpe diem, la jouissance du moment, et l'espérance de longues années de bonheur et de santé devant nous qui fait le prix de l'existence. Et il y a une phrase de Sénèque qui m'a toujours frappé en disant « Il faut chaque matin remercier les dieux quand on se lève d'être encore vivant ». Et je ne comprenais pas cette phrase avant, mais aujourd'hui je la comprends. Et je me lève le matin, je suis heureux d'être... voilà, j'ai là une espèce de joie absurde d'être encore vivant à l'âge où nos ancêtres, il y a 50 ans ou un siècle, étaient déjà dans la tombe. Et donc ça, c'est quand même une conquête extraordinaire, la longévité, même s'il y a évidemment, c'est un chemin pavé de difficultés, mais il y a, voilà, il me semble que à chaque instant, nous devons attendre quand même peut-être une certaine forme de révélation. Me parece que, bueno, Oui, alors pour résumer, oui, en cette période de transition, de changement dans laquelle nous vivons, un instant éternel est plus pertinent que jamais. Il faut s'arrêter, réfléchir, se rendre compte qui on est. La vie est une incertitude qui dure et qui, tant qu'elle dure, nous garantit d'être vivants. Merci, Pascal. Muchas gracias, Conchita.